Donc pour répondre, je ne sais pas si c'est la Bible qui dit que les derniers seront les premiers. Première à partir, puisque je voulais répondre à M. Accoyer, mais il paraît qu'il est habitué du fait de poser des questions et de partir sans attendre qu'on lui fasse une réponse. Moi, je suis pas membre de cette commission, mais bon, le procédé est toujours intéressant. L'essentiel, c'est comment il est posé sa question. Donc, je voulais lui répondre qu'en votant la rupture conventionnelle, il a rajouté des articles au Code du travail, que hier soir, en votant le projet de loi sur les travailleurs détachés, on va à terme rajouter des articles au Code du travail. Donc faut savoir, c'est de la schizophrénie. C'est-à-dire soit il vote pour et il assume, soit il vote contre et il assume aussi. Mais on ne peut pas faire les deux et son contraire. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Je vais rapidement faire la réponse pour M. Rebillard. Donc c'est vrai que la conférence sur la justice du XXIe siècle a évoqué la réforme prud'homale, avec notamment le rassemblement d'une juridiction sociale qui intégrerait le prud'homme et les tribunaux des affaires de sécurité sociale. C'est une réflexion qui est menée. Autrement, bien sûr, je partage tout ce que vous avez dit, en relevant quand même que la question du référé, j'avais oublié de le dire aux collègues, le référé est une juridiction qui va donc trancher dans l'urgence à titre provisoire, et le juge des référés n'est pas juge de l'imputabilité, donc c'est pas lui qui peut décider si la rupture est bonne ou pas bonne et si elle peut être appréciée de telle ou telle façon. Monsieur Cherpion, vous parlez des délais, que s'il y avait eu des délais normaux, ma PPL ne serait pas opportune. Et malgré toute l'estime que je vous porte, je vais être en opposition avec votre remarque sur une chose. Vous avez posé d'ailleurs la question sur l'audience de conciliation. Réfléchissons un instant. Lorsqu'il y a une prise d'acte de rupture, à quoi sert et à quoi peut servir l'audience de conciliation? Puisque le salarié saisit le conseil de prud'homme sur l'imputabilité, c'est-à-dire qu'il demande à ce que la rupture soit jugée imputable à son employeur, ce qui lui permettra derrière de demander des dommages et intérêts pour rupture abusive, etc., etc. Le bureau de conciliation n'a pas ce pouvoir-là. Le bureau de conciliation, je vous le disais en introduction, a comme seul pouvoir d'essayer de rapprocher les parties, mais n'a pas le pouvoir de dire à cette étape de la procédure, c'est monsieur X qui a raison, c'est monsieur X qui a tort. Donc l'audience de conciliation, dans le cas précis d'une prise d'acte de rupture, n'a aucune utilité. Aucune utilité. C'est la raison pour laquelle mieux vaut tout de suite aller devant le bureau de jugement, qui est seul, juge de l'imputabilité, qui pourra le seul dire, voilà, la rupture est une démission ou est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est pour ça que, par rapport à votre interpellation, l'audience de conciliation n'a pas lieu d'être dans cette procédure. Donc autant aller directement devant le bureau de jugement dans le mois qui suit. Je voulais saluer M. Roumégas parce que le hasard fait qu'il a été saisi par ce problème. Concernant son interrogation sur Pôle emploi, dans l'exposé des motifs, on rappelle que Pôle emploi ne prend en charge, lorsqu'il y a une prise d'acte de rupture, qu'une seule chose, c'est lorsque c'est pour défaut du paiement de salaire. M. Robillard l'a dit. Et encore, Pôle emploi exige que le salarié saisisse la formation des référés du prud'homme et aille à Pôle emploi avec une ordonnance de référé qui condamne l'employeur à payer le salaire étendu. Et dans ces cas-là, Pôle emploi prendra en charge le salarié dans l'attente du jugement qui interviendra sur la prise d'acte de rupture. C'est le seul et unique cas. Le salarié est obligé de faire deux procédures. Une procédure au fond et une procédure en référé. Ce qui veut dire que le salarié qui a des difficultés de moyens et qui a un revenu supérieur pour être pris en charge par l'aide juridictionnelle a une situation où il est contraint de démissionner, contraint de saisir deux fois le conseil de prud'homme, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est la seule méthode, vous verrez, c'est l'accord d'application numéro 14 qui donc permet cela. Je voulais remercier Mme Auriac de ses félicitations. En ce qui concerne son questionnement sur le délai d'un mois, je crois que derrière tout cela, il faut que dans nos débats, tout le monde un peu prenne conscience
de ce qui se passe dans les conseils de prud'homme, et je pense qu'il faut que tout le monde y mette du sien, et principalement les avocats, qui devraient peut-être modifier un peu leur façon de fonctionner, notamment devant les juridictions du travail. C'est-à-dire que quand un avocat saisit la juridiction, il le saisit parfois par une saisine auprès du greffe, et il va recevoir sa convocation. Peut-être au moment où il saisira, il faudra qu'il fournisse en même temps les explications écrites, ce qu'ils ne font pas à ce jour, pour éviter des renvois et pour éviter que la procédure soit trop longue. En ce qui concerne Mme Le Gallonnec, je n'ai pas la prétention par cette PPL de résoudre le problème des juridictions prud'homales. J'ai quand même beaucoup d'humilité. Je pense, comme l'a dit Mme Auriac, que l'Assemblée nationale risque d'envoyer un signe qu'on n'est pas aveugle, qu'on ne s'est pas mis sous terre par rapport au problème qui est réel, et que peut-être ce signe montre qu'il y a des choses à faire. On n'a pas eu de la part de la chancellerie ni du ministère du Travail, ils n'ont pas des statistiques pour vous dire exactement combien il y a de cas. On les a pour la rupture conventionnelle parce que là, la directe peut les donner, mais on n'a pas combien de cas. Et les conseils de prud'homme, dans leurs statistiques qu'ils en font, ne précisent pas dans les motifs de recours si c'est pour un licenciement, si c'est pour une prise d'acte de rupture et tout cela. Donc, on ne l'a pas. Et sur votre question concernant l'impact sur l'assurance chômage, non, puisque ce n'est pas parce que le salarié, son dossier sera traité plus vite que cela changera les choses, puisque ça restera toujours de la libre appréciation des juges prud'homaux de dire s'il s'agit d'une démission ou d'une rupture du contrat. Madame Louwagie, concernant l'appel d'air, pareil, c'est quand même au juge qu'il appartient de trancher. Je voulais simplement quand même profiter de votre question pour vous donner un exemple des auditions et des choses qui se passent dans les différents conseils de prud'homme. Et je crois qu'il faudra aussi que le conseil de la prud'homie réfléchisse à cela. Je vais prendre deux cas, le conseil de prud'homme de Paris et le conseil de prud'homme de Lyon, que je connais particulièrement bien. Lorsque vous avez un salarié qui saisit d'une demande de requalification le conseil de prud'homme de Lyon ou le conseil de prud'homme de Paris, on va dire que dans le mois qui suit, allez, 6 semaines, il est convoqué en bureau de jugement. Là, c'est la procédure. Et là, on va avoir deux traitements différents à Lyon et à Paris. À Lyon, à 99% des cas, lorsqu'on arrive à l'audience et qu'il y a une demande de renvoi, le conseil de prud'homme, dans son organisation de Lyon, a prévu à ce que le renvoi se fasse dans le mois qui suit. Donc, on reste toujours dans des délais de 2 mois et quelques. À Paris, le président du conseil de prud'homme nous a dit s'il y a une demande de renvoi, ça veut dire que le demandeur ou le défendeur n'ont pas été diligents. Et à partir de là, on n'a pas à les aider, on n'a pas à venir en aide pour leur demande. Et ils rentrent dans le droit commun. Et dans ces cas-là, ils sont renvoyés à 1 an. Ce qui veut dire que pour une même demande, vous n'êtes pas traité de la même façon si vous êtes à Lyon ou à Paris. C'est insupportable. C'est insupportable. Surtout avec des différences que je viens de vous citer. Si c'était à 2-3 mois près, on pourrait comprendre. Là, on discute en années. On discute en années. Donc, voilà. Pour conclure, donc, Monsieur Tian, je peux quand même pas vous laisser dire que les conseils de prud'homme ne fonctionnent pas. Moi, je veux quand même saluer le travail des juges, qui le font parfois dans des conditions difficiles et qui essayent de le faire le mieux qui soit. Maintenant, je pense que dans l'organisation, il y a des efforts à faire concernant sur le respect des délais. Enfin, ne confondons pas la rupture conventionnelle, qui, faut-il le rappeler encore, est une procédure amiable, avec la prise d'acte ou la résiliation, où là on est dans le cadre d'un litige, et cela veut dire qu'on n'est pas capable de signer une rupture conventionnelle si on va sur le terrain de la prise d'acte et de la résiliation. Donc les deux ne sont pas vraiment à traiter de la même façon. Voilà, Madame la Présidente, pour avoir répondu à toutes les interpellations et interrogations des collègues ici présents, ou qui nous ont fait malheureusement le malheur de quitter cette réunion trop vite. Merci, Monsieur le rapporteur. Ce serait bien d'avoir un tout petit peu plus de silence, parce que pour les administrateurs qui notent, c'est compliqué, y compris pour l'orateur, quel qu'il soit, le rapporteur ou à la fois les députés qui veulent parler et qui ont l'impression de ne pas être entendus. Parce que d'ici, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus bruyant que ce que vous pensez de vos places. Voilà.
Donc, nous allons passer à l'examen de cette proposition de loi qui fait l'objet d'un article unique. Donc, sur cet article unique, j'ai un amendement de suppression de l'article numéro 1 de Monsieur Tian. Amendement de suppression numéro 1 défendu par Monsieur Tian. Monsieur le rapporteur. Je me suis pas... j'ai pas pris tout le temps pour vous répondre pour accepter cet amendement. Donc, bien sûr, je suis défavorable. Voilà. Donc, un avis défavorable, évidemment. Donc, amendement numéro 1, avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 5 du rapporteur. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Cet amendement va casser la proposition que nous avons faite. Elle le casse de deux façons. La première par son positionnement dans le Code du travail, qu'il sera un positionnement vers l'article 450 qui concerne la procédure prud'homale, alors qu'on l'avait positionné en 1237 sur les articles qui étaient liés à la rupture à l'initiative du salarié, car la proposition de loi, l'essence même de cette proposition est procédurale. Donc c'est la raison pour laquelle on change le numéro de l'article et on passe de 1230 de mémoire 37 à 1451. Et puis, on a modifié la définition, donc c'est important de la relire, de l'article unique. C'est donc lorsque le Conseil de prud'homme est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, je crois qu'on va y mettre une virgule, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'1 mois suivant sa saisine. Merci, monsieur le rapporteur.